2 chiffres ont suffi à fissurer une nuit entière à Ouagadougou. Des millions de femmes blessées, un seul discours pour rompre le silence. Lorsque les caméras se sont tournées vers la place centrale, personne n'attendait qu'Ibrahim Traoré transforme une allocution rituelle en mise en accusation du mutisme collectif. Que signifie pour chacun d'entre nous, loin du Burkina Faso, qu'Ibrahim Traoré accepte de risquer son pouvoir pour défendre la dignité des mères et des filles ? En quelques minutes, un pays enclavé du Sahel s'est imposé comme un centre moral inattendu aux yeux du monde. Le discours qui s'ouvrait ce soir-là n'avait rien d'une cérémonie commémorative. Il portait la promesse explicite d'affronter un système de violence longtemps toléré. La deuxième phrase devait contenir un bénéfice clair. Comprendre comment un pays peut transformer sa conscience collective. Et c'est précisément l'enjeu de cette intervention. Le risque était immense. Toucher à des pratiques enracinées dans l'intimité familiale tout en maintenant la cohésion d'un pays affecté par la guerre et la pauvreté. Cette tension créait un champ de force où chaque mot, chaque référence religieuse ou historique devenait un acte politique. Un bref passage destiné à capter l'attention s'insérait naturellement ici. Si la vérité n'est pas dite aujourd'hui, combien de générations porteront encore la charge du silence ? Cette interrogation faisait basculer le discours du domaine symbolique vers celui des décisions morales immédiates. En filigrane, l'apparition d'une attente nouvelle se dessinait. Le public ne voulait plus entendre des promesses, il voulait observer si un État enclavé pouvait redéfinir sa propre éthique sans attendre des pressions extérieures. La foule n'écoutait plus seulement un président, elle scrutait la possibilité d'un changement réel. La première révélation est apparue moins de 48 heures après le discours. Plus de 200 messages de chefs communautaires affluaient déjà vers le ministère de la Solidarité. Un volume inattendu, même pour les conseillers présents ce soir-là. Ce chiffre, surgissant si vite, montrait qu'un déplacement réel venait de s'opérer dans la société burkinabé, dépassant largement l'émotion d'une place bondée. C'est dans ce cadre que s'inscrivait le moment déclenché par Ibrahim Traoré. Une articulation inédite entre mémoire collective, responsabilité morale et urgence institutionnelle. Le discours, prononcé un 2 novembre, jour dédié à l'élimination de la violence envers les femmes, avait soigneusement assemblé tradition, références religieuses, réinterprétées et aspirations modernes sans en opposer aucune. Ce tissage narratif lui donnait une portée qui débordait immédiatement les frontières du pays. Les visages filmés dans la foule, femmes de quartier populaires, fonctionnaires, militantes associatives, révélaient une attente longtemps contenue. La scène d'ouverture posait déjà une tension majeure. Un pays souvent réduit à son instabilité devenait soudain un espace où la dignité féminine servait d'axe moral central. La référence aux 8 blessures décrites pendant la cérémonie structurait l'argumentation, donnant à chacun un vocabulaire pour nommer une souffrance ancienne. Autour de ce moment se dessinait un contexte régional chargé. Écoles rouvertes par vagues irrégulières, villages du Sahel maintenant tant bien que mal leurs services essentiels, pression conservatrice affrontant des efforts timides de réforme sociale. Dans cet environnement, chaque mot prenait un poids disproportionné. La diffusion du discours sur les réseaux africains immédiatement après la retransmission renforçait encore ce basculement. Les passages sur les mutilations génitales circulaient déjà, surprenant même les journalistes habitués aux déclarations officielles. Ainsi se formait la trame qui permettait de comprendre pourquoi un simple discours avait capté l'attention du continent. Il ne décrivait pas seulement un problème national, mais exposait un nœud de contradictions partagées, révélées à la lumière publique par un dirigeant prêt à nommer ce que beaucoup taisaient. Une première voix venue du nord du pays a servi de fil conducteur, celle d'une institutrice qui racontait comment, dès l'aube suivant le discours, des mères avaient franchi la porte de son école pour demander un entretien. Aucune ne venait inscrire un enfant. Elles voulaient comprendre si l'éducation pouvait réellement protéger leur fille. Cette scène, dit secrète, traduisait un basculement intérieur. La parole d'Ibrahim Traoré avait donné à ces femmes les mots qu'elles n'avaient jamais pu prononcer. Une seconde scène, survenue des centaines de kilomètres plus au sud, complétait cette dynamique. Un imam respecté, connu pour son conservatisme prudent, avait demandé à revoir les passages de son sermon afin de ne plus associer vertu et silence féminin.
Sa démarche ne venait pas d'une pression extérieure, mais d'un examen de conscience suscité par la mise en lumière des 8 blessures. Le changement se diffusait ici par capillarité, non par injonction. Ces 2 récits, modestes mais significatifs, jouaient le rôle de guide narratif. Ils révélaient comment des individus placés en marge des institutions pouvaient devenir les premiers relais d'une transformation encore fragile. Leurs gestes, en apparence simples, démontraient que l'autorité morale circule plus vite que les réformes légales, qu'un pays peut commencer à changer avant même que les administrations ne s'organisent. Dans un contexte où les écoles rouvrent par vagues et où les familles affrontent l'insécurité, ces micro-mouvements avaient une portée politique inattendue. Ce qui émergeait, au fond, était une question directe adressée à la société. La dignité peut-elle vraiment attendre ? L'enchaînement s'est enclenché dès la fin de la retransmission télévisée. Les premiers extraits du discours circulaient déjà sur les réseaux africains, focalisés principalement sur la dénonciation frontale des mutilations génitales. Cette précision, rarement entendue dans un discours d'État, a agi comme un choc. Les internautes partageaient, commentaient, répétaient ces passages, créant une première onde d'impact qui dépassait le Burkina Faso. Les journalistes régionaux confirmaient que le ton inhabituel de l'intervention avait surpris même les observateurs aguerris. L'impression d'un basculement apparaissait partout, le mouvement s'est amplifié au lever du jour. Les stations de radio rurales ont rediffusé les phrases les plus fortes, notamment celles qui qualifiaient les rituels de virginité d'humiliation plutôt que de preuve morale. Ce pivot narratif a frappé un espace social où certaines normes demeuraient intactes depuis des générations. La communauté n'entendait plus une dénonciation abstraite, mais une remise en cause de pratiques vivantes, ancrées, parfois défendues au nom de la tradition. Les auditeurs se voyaient soudain interpellés. La dignité ne peut dépendre d'un examen imposé. Dans plusieurs localités, des chefs traditionnels ont appelé les autorités religieuses. Ils demandaient des clarifications, conscients que l'équilibre du débat venait de changer. La parole d'État avait brisé un tabou. L'écho s'est ensuite déplacé vers les écoles. L'après-midi, des responsables éducatifs signalaient une hausse inattendue des demandes pour rouvrir des classes de filles fermées depuis des mois. Ce mouvement, encore limité, témoignait néanmoins d'une transformation d'état d'esprit. Les mères arrivaient parfois avec pudeur, mais avec une conviction nouvelle. L'éducation pouvait devenir une protection. Au même moment, la presse internationale commençait à réagir. Les éditorialistes africains mettaient en avant l'usage inédit de références religieuses réinterprétées en faveur de la liberté. Ce croisement entre spiritualité et politique renforçait l'audience du discours. Pour beaucoup, la posture d'Ibrahim Traoré inaugurait une ligne morale inattendue. La foi ne servait pas ici à restreindre, mais à libérer. La phase suivante s'est jouée le soir du lendemain. Les grands médias publiaient leurs premières analyses, soulignant l'annonce d'un tribunal spécialisé pour les crimes de genre. Cette mesure, lourde de conséquences, marquait le sommet narratif du discours. La parole ne resterait pas seule, elle s'accompagnait d'un outil légal. Les défenseurs des droits humains y voyaient une rupture nette avec la pratique habituelle où les déclarations symboliques s'enchaînent sans transformations institutionnelles. La dernière onde, la plus intime, a traversé le pays durant la nuit suivante. Dans les maisons, les conversations tournaient autour de la question du pouvoir réel des femmes. Les hommes questionnaient parfois leurs propres habitudes. Les femmes osaient verbaliser des blessures longtemps tues. Cette introspection domestique dessinait le début d'une résonance durable. Une transformation cessait d'être un événement pour devenir un repère moral. Dans cette séquence, activation rapide, montée en intensité, retombée signifiante, se nouait l'essentiel. Un pays longtemps paralysé par des traditions tenaces commençait lentement à redéfinir son rapport à la dignité. Et surtout, la dynamique provenait de l'intérieur. Le discours d'Ibrahim Traoré n'avait pas seulement décrit un problème, il avait activé une chaîne de prise de conscience. Le basculement se comprend d'abord par un glissement mesurable. La société est passée le point de départ, fait d'acceptation résignée à l'évolution constatée où la responsabilité devient explicite et revendiquée. Ce déplacement ne relève pas d'une impression, mais de 3 repères chiffrés posés au cœur du discours d'Ibrahim Traoré, chacun servant de jalon pour évaluer la cohérence entre parole morale et transformation institutionnelle.
Le premier repère concerne une réalité massive. Plus de 200 millions de femmes africaines ont subi la mutilation génitale féminine. Cette donnée résume un siècle de souffrance collective et rappelle que chaque nombre représente une vie durablement marquée. Le choix de citer ce chiffre dans un discours présidentiel n'avait rien d'anecdotique. Il visait à transformer une douleur souvent reléguée dans la sphère privée en enjeu politique continental. En donnant un nom, une portée et un contexte à cette statistique, le discours faisait basculer le sujet hors du registre moral pour l'ancrer dans celui des violences structurelles. Les observateurs régionaux y ont vu un geste inédit, une manière de dire que la tradition ne saurait justifier la blessure. Le deuxième repère prenait la forme d'une projection économique concrète, la création envisagée de 50 000 emplois pour les femmes rurales dans les nouvelles filières de transformation locale. Ce chiffre illustrait une ambition précise, traduire la portée symbolique du discours en autonomie matérielle réelle. Chaque emploi représentait une possibilité de sortir de la dépendance économique et d'accéder à une capacité de décision dans la famille. Les coopératives de cajou, les ateliers textiles ou les chaînes de stérilisation du coton n'étaient pas seulement des projets industriels, ils formaient un mécanisme de redistribution morale. La phrase clé ici tenait en une évidence. La protection des femmes passe aussi par l'économie. Le troisième repère, inscrit dans la partie du discours consacrée à la santé maternelle, annonçait la création de 200 centres de soins dédiés à la santé reproductive. Ce nombre signalait un déplacement institutionnel majeur, ouvrant un accès nouveau à des services longtemps hors d'atteinte pour les villages reculés. La logique était simple, sécuriser les naissances, réduire la mortalité, alléger la charge invisible portée par les mères. En liant cette réforme à l'appui d'organisations internationales, Ibrahim Traoré montrait que la dignité féminine ne dépend pas uniquement des normes sociales, mais aussi d'infrastructures tangibles. Ces centres constituaient la pièce manquante d'un puzzle où la parole publique devait rencontrer l'action concrète. À travers ces trois repères, une réalité statistique, une ambition économique, une réforme sanitaire, se dévoilait une architecture politique complète. Le discours ne se contentait pas d'exposer des injustices, il redéfinissait la manière de les mesurer et d'en évaluer la résolution dans les années à venir. La donnée servait à orienter, non à accuser. Elle fixait un cadre de jugement collectif destiné à vérifier si les promesses deviendraient des transformations durables ou si le moment restera isolé. Dans ce passage du point de départ, où l'évolution constatée, se trouvait la matrice essentielle du discours. Un pays observait enfin ses blessures non comme un héritage immuable, mais comme un domaine où l'action devient impérative. Le lendemain du discours, plusieurs observateurs ont défendu une première thèse solide. Aucune transformation sociale durable ne peut se produire sans une structure institutionnelle robuste. Les sociétés du Sahel, rappelait-il, ont connu de nombreux élans réformateurs, rapidement freinés par la pauvreté persistante, les écoles fragiles, les tensions entre traditions et normes nationales, ou encore par la pression communautaire souvent plus forte que la loi. Selon eux, même les paroles les plus puissantes risquent de s'évanouir dans l'intervalle qui sépare l'idéal politique des contraintes du terrain. Leur position n'exprimait pas un scepticisme gratuit, elle mettait en garde contre le risque de confondre émotion collective et changement effectif. Un deuxième argument, tout aussi cohérent, soulignait le poids de l'histoire récente. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest avaient tenté de réduire les pratiques néfastes liées au genre, mais les réformes s'étaient heurtées à des résistances internes, parfois justifiées au nom de la tradition ou par une méfiance envers l'État. La violence basée sur le genre, selon cette thèse, ne découle pas d'un seul facteur. Elle résulte d'un enchevêtrement complexe où se mêlent absence d'école, manque de soins, interprétations religieuses divergentes, économie précaire et hiérarchie familiale. Changer un seul de ces éléments ne suffirait donc pas. La réponse à ces deux positions se trouvait pourtant dans les éléments même du discours d'Ibrahim Traoré. La dénonciation publique des mutilations génitales, soutenue par la donnée massive de plus de 200 millions de victimes, créait une pression morale inédite, difficile à ignorer pour les institutions. L'annonce de 50 000 emplois destinés aux femmes rurales, combinée à la création d'un tribunal spécialisé pour les crimes de genre, montrait que l'architecture institutionnelle n'était pas abstraite, mais déjà en construction.
Enfin, la mise en place annoncée de 200 centres de santé maternelle offrait un levier concret pour réduire les risques structurels à l'origine des pratiques les plus dangereuses. Ainsi, loin de nier les arguments critiques, le discours y répondait directement. Il articulait paroles morales, mesures économiques, réformes judiciaires et infrastructures sanitaires, créant une base plus solide que tout ce que la région avait connu depuis des décennies. Le tournant s'est révélé soudain. Au fil des réactions venues de régions éloignées du centre politique, une même idée se propageait comme sans coordination. Le discours n'était plus perçu comme un événement ponctuel, mais comme un basculement auquel chacun se sentait désormais lié. Ce changement de posture collective marquait l'apparition du véritable midpoint, là où le débat cesse d'appartenir au président pour devenir une dynamique sociétale partagée. La figure d'Ibrahim Traoré prenait alors une dimension inattendue, non plus celle d'un chef d'État prononçant une ligne historique, mais celle d'un médiateur capable de faire dialoguer des univers jusqu'ici séparés, chef religieux, éducateur, maire de village reculé, journaliste urbain. L'écho de ces mots ouvrait un couloir où ces voix se croisaient sans s'opposer frontalement. Une scène venue d'un district sahélien illustrait cette transition. Un groupe de jeunes hommes, initialement hostiles aux réformes, avait demandé à réécouter le passage sur la responsabilité partagée dans les enseignements religieux. Leur réaction signalait que quelque chose venait de céder. Un verrou mental, un automatisme transmis par habitude plus que par conviction. À ce moment précis, le débat ne relevait plus d'une parole présidentielle, mais d'une appropriation collective. Les premiers effets tangibles sont apparus au cœur des familles, là où les normes se transmettent silencieusement. Dans plusieurs foyers, des femmes ont confié aux radios locales que pour la première fois, leur mari leur demandait de raconter ce qu'elles avaient toujours tu. Ces échanges, rares auparavant, signalaient qu'un espace de parole domestique commençait à se former. Une mère du centre-ouest expliquait que la référence aux 8 blessures lui avait donné des mots qui lui manquaient depuis des années. Cette transformation relevait du haut premier niveau, les normes narratives, NN, où la société reconfigure la manière dont elle parle d'elle-même. Le discours d'Ibrahim Traoré avait ouvert un lexique nouveau, et ce lexique circulait désormais librement. Le haut deuxième niveau, les dynamiques économiques, DN, se manifestaient simultanément. Les coopératives féminines constataient une hausse des demandes d'inscription, y compris dans des zones longtemps réticentes. Ce regain ne venait pas seulement des promesses d'emploi ou des filières annoncées, mais du fait qu'un chef d'État avait légitimé publiquement la place économique des femmes. Les ateliers de transformation du cajou ou du coton étaient soudain perçus comme des espaces d'émancipation, et non comme de simples activités subsidiaires. Les responsables locaux décrivaient un changement d'attitude. Les femmes se sentaient autorisées à envisager une indépendance matérielle longtemps jugée audacieuse. Au troisième niveau, les normes de droit, ND, les institutions ont reçu une onde de choc plus rapide que prévu. Des magistrats signalaient une hausse nette des plaintes pour violences basées sur le genre, parfois déposées par des femmes qui n'avaient jamais approché un tribunal. Ce changement bousculait le système judiciaire, conçu pour un volume bien moindre. La perspective d'un tribunal spécialisé annoncée dans le discours prenait alors une dimension urgente. Elle ne représentait plus seulement une réforme structurelle, mais la réponse à une demande sociale déjà amplifiée. Les administrations locales se voyaient contraintes d'adapter leurs procédures, accélérant des ajustements qu'elles prévoyaient initialement sur plusieurs années. Enfin, le haut quatrième niveau, les interactions régionales et internationales qu'avait dessiné une transformation plus diffuse, mais tout aussi significative. Plusieurs chroniqueurs africains reprenaient les formulations du discours pour commenter les décisions de leur propre gouvernement, signe qu'un vocabulaire moral commun commençait à émerger. Dans les capitales étrangères, l'usage des références religieuses pour défendre la liberté, plutôt que pour la restreindre, modifiait la perception du Sahel. Les organisations internationales saluaient l'annonce des 200 centres de santé maternelle comme un engagement concret, renforçant l'idée que le Burkina Faso pouvait devenir un acteur moral inattendu. Dans cette mosaïque des faits, la figure d'Ibrahim Traoré occupait une place de point d'ancrage, non pas comme l'origine unique du changement, mais comme celui qui avait donné la première impulsion,
permettant à la société de s'emparer de sa propre transformation. Un premier scénario, le plus probable, repose sur une progression lente mais continue. Les annonces institutionnelles commenceront à se matérialiser par étapes. Quelques modules éducatifs pilotes sur l'égalité de genre seront testés dans des écoles récemment rouvertes, tandis que les administrations locales amorceront un recensement discret des pratiques dangereuses encore présentes dans certains villages. Les radios communautaires entretiendront une vigilance régulière, répétant les passages clés du discours afin de maintenir la conversation ouverte. Dans ce scénario, les résistances persisteront, mais sans inverser la dynamique générale. Les familles ajusteront progressivement leur comportement et les leaders religieux adopteront une position plus nuancée. L'évolution sera prudente, mais réelle. Le deuxième scénario, plus optimiste, verrait une accélération soudaine. Les coopératives féminines pourraient devenir des pôles de mobilisation, attirant davantage de jeunes femmes désireuses d'intégrer les filières économiques légitimées par le discours d'Ibrahim Traoré. Les autorités judiciaires, encouragées par l'attention internationale, mettraient en place rapidement les premiers dispositifs du tribunal spécialisé. Les chefs traditionnels, confrontés à une pression morale grandissante, réinterpréteraient publiquement certaines normes en les dissociant des violences. Dans cette hypothèse, les villages réputés les plus conservateurs deviendraient paradoxalement des laboratoires de changement, produisant des résultats plus rapides que prévu. Le troisième scénario, plus sombre, reposerait sur un retour de flamme. Des groupes conservateurs pourraient organiser une contre-narration centrée sur la défense de la tradition, accusant les réformes de menacer l'unité familiale. Les administrations, débordées par l'afflux de plaintes, risqueraient d'être freinées par des lenteurs institutionnelles chroniques. Dans certaines régions, la méfiance envers l'État pourrait reprendre le dessus, ralentissant les avancées amorcées au lendemain du discours. Les initiatives soutenues par des organisations internationales seraient perçues comme des ingérences, compliquant encore la mise en œuvre des projets annoncés. Face à ces trois chemins possibles, une recommandation s'impose. Considérer les prochains mois non comme une trajectoire linéaire, mais comme un espace d'expérimentation morale où chaque acteur, institution, famille, autorité religieuse, teste les limites de sa propre responsabilité. Pour beaucoup d'hommes et de femmes ayant suivi le discours depuis leur salon, l'impact ne relevait pas d'une analyse politique, mais d'un bouleversement intime. C'est le premier groupe, celui des personnes ayant grandi dans des environnements où certaines pratiques étaient perçues comme inévitables. Elles découvraient soudain que ces normes pouvaient être nommées, discutées et contestées publiquement. Plusieurs auditeurs, sur les antennes régionales, racontaient qu'ils n'avaient jamais entendu une mise en mots aussi claire de blessures longtemps portées en silence. Pour eux, le discours d'Ibrahim Traoré représentait une forme de reconnaissance profondément attendue. Le deuxième groupe, celui des jeunes adultes, vivait une tension différente. Les conflits entre traditions familiales et aspirations nouvelles constituaient leur quotidien. Pour eux, le cœur du message résidait moins dans la dénonciation d'injustice que dans la possibilité de redessiner un horizon commun. Un pays où protéger les mères, les sœurs et les filles ne contredit plus la fidélité à la communauté. Ce public, souvent hésitant, voyait s'ouvrir un espace mental où la responsabilité personnelle et l'avenir collectif pouvaient se rejoindre. Le troisième groupe, composé des observateurs extérieurs, diaspora, chercheurs, journalistes étrangers, percevait une autre forme d'interpellation. Le discours bousculait la manière habituelle de regarder le Sahel, trop souvent décrit à travers ses crises. Il invitait à envisager qu'un pays enclavé puisse devenir un acteur moral capable d'influencer la conversation globale. Ce groupe comprenait que l'enjeu n'était pas de prédire si la transformation serait complète, mais de reconnaître qu'elle avait déjà commencé. À travers ces trois regards se dessinait une même exigence. La dignité n'est pas un concept abstrait, mais une expérience vécue qui engage chacun. La première étape consisterait à structurer l'action locale autour d'équipes mixtes, réunissant enseignants, agents de santé et autorités religieuses. Leur mission serait d'identifier les pratiques dangereuses encore présentes dans leur communauté et d'en discuter publiquement dans un cadre sécurisé. Le suivi se ferait par un indicateur simple, le nombre de villages engagés dans ce processus de clarification collective.
Une deuxième étape reposerait sur l'intégration progressive des réformes éducatives évoquées dans le discours d'Ibrahim Traoré. Les programmes sur l'égalité de genre seraient introduits d'abord dans les écoles rouvertes du Sahel. Leur efficacité serait évaluée à partir de deux mesures, la fréquentation scolaire des filles et la baisse des abandons liés au mariage précoce. La troisième étape viserait le déploiement opérationnel du tribunal spécialisé pour les crimes de genre. Les magistrats concernés recevraient une formation adaptée et les forces locales seraient préparées à orienter les victimes vers les procédures appropriées. Les progrès seraient suivis à travers le nombre de plaintes traitées sans passer par des compromis familiaux. Une quatrième étape consisterait à renforcer les dynamiques économiques déjà amorcées. Les coopératives féminines bénéficieraient d'un accompagnement technique pour intégrer davantage de femmes dans les filières de transformation locale. Le succès se mesurerait par le taux de participation féminine et par l'accès accru des femmes aux revenus autonomes. À travers ces étapes coordonnées, la vision portée par le discours se traduirait en actions concrètes, non pas un changement théorique, mais une série de transformations mesurables capables de consolider durablement la dignité dans la vie quotidienne. L'image de l'institutrice, évoquée plus tôt, revient comme un fil discret traversant toute l'histoire. On la revoit au petit matin, debout devant son école, observant les mères arriver l'une après l'autre, chacune portant un fragment de vérité longtemps retenu. Cette scène, presque ordinaire, révélait pourtant la profondeur du changement à l'œuvre. Les transformations les plus durables naissent souvent là où personne ne pense à regarder. Dans ce silence habité, la parole d'Ibrahim Traoré trouvait un écho inattendu. Non pas dans les grandes salles où se rédigent les lois, mais dans ces gestes modestes qui redéfinissent la façon dont les familles parlent de leurs filles, de leur avenir et de leur dignité. Le discours avait ouvert un passage. Ce sont ces femmes et ces enseignants qui l'empruntent désormais pas à pas, sans bruit. Un détail de la scène initiale résume cette transition. L'institutrice n'a pas eu besoin de convaincre qui que ce soit. Les mères savaient déjà pourquoi elles venaient. Cette certitude muette marquait la véritable frontière entre hier et demain. La dignité commence dans le regard. Lorsque les dernières lignes du discours se sont dissipées, il ne restait pas seulement une analyse politique, mais une invitation discrète adressée à chacun. Elle ne prenait pas la forme d'un ordre, ni d'un appel solennel, mais d'un geste simple. Regarder autour de soi et observer comment la dignité circule dans nos propres cercles. Cette question, posée sans insistance, ouvrait un espace où la réflexion cessait d'être l'affaire des seuls experts pour devenir un lien entre ceux qui écoutent et ceux qui vivent les réalités évoquées. Dans de nombreux foyers, cette réflexion commence par une conversation avec un proche, un doute partagé, un témoignage longtemps retenu. Dans d'autres, elle naît d'une discussion publique, d'un commentaire, d'un échange à voix basse. Ces gestes, si modestes soient-ils, dessinent déjà les contours d'un engagement possible. Si cette histoire éclaire une part de votre propre regard, qu'il s'agisse d'un souvenir, d'une question ou d'un simple désir de comprendre, vous pouvez la prolonger en ouvrant le dialogue autour de vous. Le plus important est de ne pas laisser retomber ce mouvement intérieur.